Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de ce journal. Lors d'un point de presse ce mardi 11 avril, le parti politique Nouvel Élan dit prendre acte de ce qu'il qualifie de l'auto-exclusion de Martin Fayulu et de son parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID de la plateforme Lamouka. Après 3 séances de débat, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL a sollicité et obtenu de l'Assemblée nationale 48 heures pour répondre aux 78 préoccupations enregistrées lors de 3 dernières séances plénières. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Comme je vous l'ai dit en luminaire, 48 heures, c'est le délai sollicité et obtenu par le directeur général de la SNEL pour préparer les éléments de réponse aux multiples préoccupations soulevées par les députés à l'Assemblée nationale. Il lui est reproché au DG de la SNEL, Fabrice Lucindi, le manque de vision et la mauvaise gestion de cette entreprise. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés élus légitimes du peuple, je vous remercie pour toutes ces nombreuses questions, pour la richesse des débats, pour les préoccupations que vous avez soulevées. Je souhaite, pour être complet et apporter le plus de précision possible, solliciter de votre part un délai de préparation de 48 heures pour permettre de rassembler tous les éléments complets et venir vous les présenter si vous me l'autorisez. Après 3 séances débat à l'Assemblée nationale, 48 heures a été accordée au directeur général de la Société nationale de l'électricité. Fabrice Lucindi a obtenu ses moratoires jusqu'au mercredi 13 avril pour répondre aux préoccupations de députés nationaux. Plus de 50 intervenants sont passés tour à tour pour fustiger, du moins pour la plupart, les différents mots qui dérangent cette entreprise publique. Le directeur général est reproché de manque de vision et de mauvaise gestion de la SNEL, mais aussi d'un problème de désert à Kinshasa et certains coins du pays. Et puis les travaux de construction des infrastructures qui abriteront le 9e jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août de l'année en cours à Kinshasa seront achevés au plus tard le 20 mai. C'est le directeur national des Jeux, Isidore Kwanja, qui l'a annoncé lundi dernier au cours d'un briefing de presse animé aux côtés du ministre de la Communication et des Médias. Suivez. Je viens ici pour vous présenter brièvement qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui sera fait avant que les Jeux démarrent le 28 juillet de cette année. Donc les Jeux c'est pour 10 jours, du 28 juillet au 6 août 2023. Comme son Excellence Monsieur le Ministre l'a dit, c'est 9 activités sportives et 11 concours culturels. Et donc, sur le plan du sport, nous avons le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël. Et autour de ces 2 stades, il y a la construction des infrastructures. Vous avez pu voir la visite que son Excellence Monsieur le Président de la République a faite. Autour du stade des Martyrs, on est en train de construire 3 gymnases. Donc il y a 2 qui sont jumelés et l'autre qui est en réhabilitation, qui est retapé et qui sera tout neuf. Donc ça va faire 3 gymnases pour les basketball. Tout à côté, il y a on est en train d'aménager le terrain annexe pour l'athlétisme. À l'intérieur du stade des Martyrs, on va retoper donc la piste d'athlétisme pour permettre les activités à l'intérieur du stade des Martyrs. Autour du stade Tata Raphaël, il était initialement prévu qu'on construise le village autour du stade parce que ça permettait la proximité avec les RDG. Mais on a pris un peu du retard
et le gouvernement a décidé de loger les athlètes à l'université de Kinshasa. Toutefois, autour du stade Tata Raphaël, on est en train de construire un gymnase important pour le tennis de table, qui va servir aussi pour d'autres activités sportives. On construit également un autre gymnase pour la lutte libre et le judo, et qui vont également servir pour d'autres activités sportives. Donc toutes ces infrastructures sont des legs qui vont rester pour des générations et pour la jeunesse congolaise. Et le village, comme je l'ai dit, on a préféré loger les athlètes à l'université de Kinshasa, non seulement que nous ne sommes pas les premiers à le faire, mais surtout que nous allions faire des investissements importants. Aujourd'hui, si vous passez de ce côté-là, vous verrez qu'on est en train de clôturer complètement les hommes de l'université, ce qui va sécuriser nos jeunes étudiants. À l'intérieur des chambres, on a remonté vraiment les standards parce qu'il y a eu des observations du comité international qui a voulu qu'il y ait de l'eau chaude, qu'on puisse avoir des WC à l'intérieur des chambres, et ainsi de suite. Ce sont les travaux qui sont en train d'être faits et la voirie même de l'université qui est en train, donc les travaux sont en cours. Tout cela, ce sont des investissements importants. Nous avons également contracté avec des entreprises qui sont en train de faire monter la fibre optique à l'université de Kinshasa. Et tout cela, ça va rester pour la jeunesse congolaise. Restons toujours à ce face-à-face avec la presse. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, a fait savoir que le gouvernement congolais n'avait rien à voir avec la proposition de loi dite de la congolité proposée par Noël Tchani, vu que c'est un citoyen congolais qui l'a initié dans le respect de lois du pays. Ici, il faut d'abord qu'on situe le sujet dans le cadre de la liberté d'expression, dans le cadre de la démocratie. On n'entre pas dans le fond du sujet, mais il faut reconnaître à M. Tchani, comme il faut reconnaître d'ailleurs à Christian Mwando, le droit de s'exprimer tel qu'il pense. Nous sommes en démocratie. Des deux, est-ce que c'est par un discours ségrégationniste qu'il faut répondre à une loi que l'on considère discriminatoire? Vous avez parlé de l'homélie du cardinal, j'étais à la messe hier, je l'ai entendu, j'espère que le cardinal fera aussi une homélie pour répondre à Christian Mwando qui utilise un discours ségrégationniste pour répondre à un discours discriminatoire. Vous voyez que là nous sommes dans les jeux des extrêmes et que si nous n'étions pas dans un contexte démocratique, alors là on dirait, et M. Tchani et M. Mwando, leur place est en prison. Mais alors parce qu'on a fait le choix de la démocratie, il faut accepter que les opinions s'expriment, même si nous ne sommes pas d'accord par rapport au contenu de la loi. Et je pense que sur cette loi, il n'est même pas nécessaire que nous puissions revenir dessus, parce que je vous ai déjà répondu à propos, souvenez-vous, parce que les gens parlent de manière d'ailleurs délibérée. On veut comparer cette initiative qui est prise par un individu qui est coutumier des prises de position à une politique qui avait été entretenue en Côte d'Ivoire. Ici, le gouvernement ne s'est pas prononcé ou ne soutient pas ou n'est pas porteur de cette loi. Moi, j'ai porté la loi sur les médias, vous avez suivi. C'est une loi qui est portée par un individu qui a utilisé de son droit démocratique. Ici, ce n'est pas une stratégie du gouvernement portée par les gouvernements pour dire qu'on va adopter cette loi. Je me réserve d'ailleurs de rappeler à ces sujets le point de vue du président de la République qui est bien connu. Et lorsque nous parlons, par exemple, du processus électoral, le président a rappelé qu'il s'assurait que tous les Congolais puissent avoir le droit de participer. Alors, pourquoi voulez-vous que le gouvernement s'exprime sur un sujet qui démontre à suffisance que la République démocratique du Congo est dans un processus de maturation de sa démocratie? Vous venez donc là de suivre le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, dans un propos recueilli par Yves Mayele. Toujours dans le même ordre d'idées, la loi sur la congolité proposée par Noël Tchani et portée à l'Assemblée nationale par les députés nationaux Ntsingi Pouloulou, Servo Pichou, continue de faire parler dans l'opinion. La dernière réaction enregistrée par votre rédaction est celle de Corneille Moulumba, pionnier de l'IDPS. Pour ce dernier, la priorité pour l'instant est la sécurité à l'est du pays. On l'écoute.
On parle de la loi Tchani, de père et de mère. C'est une loi qui va provoquer la guerre civile. Alors, les gens sont surchauffés quand tout le monde s'y mêle, quand les évêques s'y mêlent, quand le cardinal s'y mêle pour dire que cette loi elle est mauvaise, ainsi de suite. Alors, je pense que c'est ça qui est très dangereux en fait. Le problème se pose en termes de sécurité pour notre pays. Chaque pays a le devoir d'adopter ces lois en fonction de ses besoins, de sa culture, de sa situation, qu'elle soit de son histoire, situation géographique et autres, et l'environnement politique dans lequel il évolue. Si on tient compte de ça, on peut savoir que oui, la RDC a 9 pays voisins, dont un certain nombre nous font la guerre. On peut comprendre que la RDC est un très grand pays, très envié par des puissances étrangères. On peut comprendre que la RDC est potentiellement très très riche. Donc il crée des envieux en Afrique comme en dehors de l'Afrique. Tout cela nécessite que nous puissions sécuriser le pays, que nous puissions sécuriser le peuple congolais. Pour moi, c'est un problème d'abord de sécurité interne, c'est pas un problème de, comment dire, parce que notre problème c'est que nous avons personnalisé ça, beaucoup de gens personnalisent ça, oh, c'est pour nous contre Katumbi. Et alors lui de son côté va sortir de l'argent pour payer, de financer des gens qui vont déclarer et tout. Non, je pense que non, il est du devoir de protéger le pays, de le sécuriser pour des raisons évidentes. Et dans le reste de l'actualité, le parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito a organisé ce mardi 11 avril 2023 une conférence de presse au cours de laquelle la formation politique a dit prendre acte de l'auto-exclusion de Martin Fayoulou de la plateforme Lamouka. Roger Matadi et Généros Dessengo étaient présents pour le compte de BSTV. C'était sous un soleil accablant que le parti politique Nouvel Élan a annoncé d'auto-exclusion de Martin Fayoulou et de son parti politique SID de la coalition Lamouka. Et c'est suite à l'acte de passation du flambeau de Martin Fayoulou à Mathieu Kalele et à la suite logique du communiqué du 30 mars dernier selon lequel Martin Fayoulou avait pris acte du retrait d'Adolphe Muzito de la coalition Lamouka. À cet effet, le Nouvel Élan a pris acte de l'auto-exclusion de Martin Fayoulou et il prend automatiquement les commandes de la plateforme. Blanchard Mungomba, secrétaire général de Nouvel Élan, qui l'a déclaré devant la presse. Nouvel Élan invite l'opinion nationale et internationale à constater ce qui suit. Le Nouvel Élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamouka de M. Martin Fayoulou et de son parti SID. Le Nouvel Élan prend à ce jour le commande de Lamouka comme le prescrit la convention pour les 6 prochains mois. Le Nouvel Élan mettra au profit son mandat de 6 mois pour évaluer le travail de Lamouka au courant de 4 dernières années. Pichou Matabisi, coordonnateur de la jeunesse provinciale de Kinshasa, n'a pas manqué de mots. Ce qu'on doit attendre de Lamouka, c'est le combat de la résistance sur le terrain. Vous allez constater que ici, depuis M. Martin Fayoulou avait pris la commande de Lamouka au sein de la coordination, 6 mois durant, M. Martin Fayoulou a organisé aucune activité de grande envergure. C'est-à-dire, il était allé monnayer Lamouka. Il est allé laver les gens qui ont volé l'État du pays. Alors nous disons ceci. Lamouka continue son combat. Aujourd'hui, Nouvel Élan, à travers cette cérémonie des constats d'auto-exclusion de Martin Fayoulou, nous continuons ce combat de la résistance, nous continuons le combat de Lamouka qui est le combat du peuple. Pour rappel, Adolphe Muzito et Martin Fayoulou ne parlent plus le même langage au sein de Lamouka depuis le préparatif de la dernière cérémonie de passation des flambeaux entre ces deux membres du présidium de cette plateforme de l'opposition.
Voilà donc qui est dit et qui est fait. Passons à autre chose. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, s'engage à respecter les engagements pris par le gouvernement vis-à-vis du banc syndical de la santé. C'était à l'issue d'une réunion de prise de contact avec les différents syndicats du secteur de la santé. Images et commentaires. On respecte non par ses dires et un gouvernement par le respect de ses engagements. À ce pied, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a fait son premier rencontre avec les bancs syndicats de la santé. Question de leur assurer le respect des engagements pris entre le gouvernement et les bancs syndicaux. Je sais déjà par expérience la plupart des problèmes qui se posent, que ce soit les problèmes liés aux revenus des travailleurs, que ce soit les problèmes liés à leurs besoins sociaux, que ce soit des problèmes de planification de carrière. Tous ces problèmes-là, je pense que ce sont des problèmes de fond qui nécessitent qu'à un moment ou à un autre, on s'asseye, on s'écoute et on lève les différentes options. Par contre, ce que je peux déjà dire, c'est que ce sur quoi vous vous êtes engagé avec mes prédécesseurs, je vais faire tout pour que ce soit respecté. Pour le banc syndical, cette première réunion de prise en contact avec la nouvelle équipe était importante pour une bonne couverture santé universelle. C'est une réunion de prise de contact depuis qu'il est à la tête de ce ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il nous a parlé de sa politique, ce qu'il estime faire pour notre secteur. Et le banc syndical a exprimé aussi son sentiment pour collaborer afin de travailler pour l'intérêt des travailleurs. Ce qu'il faut retenir que sur le plan du travail, le peuple d'abord signifie les travailleurs d'abord. Allons en province cette fois-ci, plus de peur que de mal, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation sera lancé d'ici peu en Ituri, le site de transit des désarmements de Diango, situé dans la périphérie de la ville de Bunia, est presque fin prêt. Le coordonnateur national adjoint en charge des opérations et questions techniques, le colonel magistrat Pierre Ejide Bossala, se dit satisfait de l'avancement de travaux à l'issue d'une visite effectuée lundi dernier dans cette partie du pays. Le travaux de réhabilitation du site de Diango devant accueillir les ex-combattants évolue à pas de géant. Le bâtiment pour le désarmement, la démobilisation et autres font peau neuve. Constat du coordonnateur national adjoint en charge des opérations et techniques du PDDRCS qui s'est rendu ce lundi sur terrain pour une mission de supervision. Les travaux sont fort avancés. Il nous reste quelques petits détails à régler, notamment en termes de literie. Il faudra équiper les différents hangars qui vont servir d'hébergement aux ex-combattants. Il faut les équiper en matelas, en lit et en tout accessoire de literie. Occasion pour le colonel magistrat Ejide Bossali d'appeler les groupes armés à se préparer pour adhérer à ce processus de paix. Et depuis 2019 que le chef de l'État leur a lancé l'invitation de revenir à des bons sentiments, revenir au sentiment de paix, de cohésion, d'unité. Bon, c'est tout ce que nous continuons à faire en termes de sensibilisation, leur dire qu'il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps aussi pour faire la paix. Et ceux qui font la paix sont appelés fils des dieux. J'espère que ce message de paix, de cohésion, d'harmonie pourra leur parvenir pour qu'ils comprennent que la province a des défis énormes de développement. Et les temps qu'on s'est tiré dessus, qu'on s'est rentré dedans, je crois que ce temps est arrivé à terme pour privilégier la paix. Outre Diango, 2 autres sites seront construits en territoire de Djougou et d'Irumu. Signalons que c'est le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui va procéder dans un proche avenir au lancement officiel de ces opérations attendues par tous, dont l'objectif est de pacifier totalement la province de l'Ituri.
Restons en Ituri. Le gouvernement de la République se préoccupe du bien-être social de la population à travers les travaux de haute intensité à main-d'œuvre locale et d'impact visible. Plus de 8400 personnes sont mises en contribution pour l'entretien de routes dans les quartiers de Bunia et ses environs. Le coordonnateur général du Fonds social de la RDC l'a fait savoir lundi dernier au gouverneur militaire au cours d'un entretien sur l'avancement de ces travaux. Agréablement surpris de la stabilité et de l'élan du développement amorcé par l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant général Lubuyanka Chomodjouni, a déclaré le coordinateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo. J'ai été agréablement surpris de constater que, au-delà de ce que les fonds sociaux apportent comme appui au niveau de la province à travers nos différents chantiers, mais l'autorité de la province n'a pas croisé les bras. Nous avons trouvé une année après que toute la ville est pratiquement en chantier. Au-delà de chantiers fonds social, mais il y a des chantiers du gouvernement, de la République à travers l'exécutif au niveau de la province, les routes qui sont construites, malgré les contextes de soi-disant de l'insécurité, mais au moins il y a un travail qui s'est fait dans cette province. En mission de redynamisation des activités du Fonds social à Bunia, M. Rifin Bolongo a également félicité le travail abattu par les autorités militaires à côté de cette structure de la présidence de la République qui milite pour le bien-être social. C'est des mots de félicitations que je réitère encore à l'endroit des autorités, parce que nous avons vu quand même la différence, bien que nous parlons de l'état de siège avec des autorités militaires, mais en tout cas du point de vue travail de développement, en tout cas c'est à féliciter. À féliciter parce qu'on a vu la différence entre ce qui était là comme autorité civile et aujourd'hui les autorités militaires, en tout cas, ils font un travail de qualité. En ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, plus de 8400 personnes, femmes, jeunes et vieux, sont très engagées dans la construction, l'assainissement, l'entretien de routes. Ceci s'inscrit dans le cadre de réduire la pauvreté et améliorer les conditions socio-économiques des populations vulnérables. Rappelons que, depuis l'avènement de l'état de siège, le chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, met le bouchées double pour le retour de la paix et le développement à travers le PEDEL, 145 territoires et d'autres projets d'impact rapide, notamment la modernisation de la voirie urbaine, la construction d'une université moderne ainsi que la réhabilitation des réseaux routiers de la province. Place à présent au rappel de principaux titres. C'était lors d'un point de presse ce mardi 11 avril que le parti politique Nouvel Élan dit prendre acte de ce qu'il qualifie d'auto-exclusion de Martin Fayulu de son parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID de la plateforme Lamouka. Vous avez également suivi dans ce journal qu'après 3 séances de débat, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL a sollicité et obtenu de l'Assemblée nationale 48 heures pour répondre aux 78 préoccupations enregistrées lors de 3 dernières séances plénières. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi très religieusement. Restez fidèles au programme de BCTV. Au revoir et à la prochaine. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.